Alors, les aspects sexo-spécifiques des systèmes de santé et des sectes. Si vous vous souvenez, les leçons de l'atelier, certains disent qu'il n'y a pas de données sexo-spécifiques. Et on parlait de la visibilité des filles et des femmes et qu'il y a des biais. Donc, les gens vont se reconnaître. Donc, ce groupe va parler de ce sujet et on va suivre le même format qu'auparavant. On va avoir 3 exposés. L'exposé de la Colombie. Donc, sur leur programme et sur les ados, et une présentation de Dania. Donc, de l'Institut de santé suisse, je crois, et Dr. Machatani de la Jordanie. Et vous avez déjà fait une présentation dans une autre séance. Donc, les présentations vont durer 8 minutes et si vous pouvez les raccourcir, mieux ce sera, de sorte que nous ayons plus de temps pour des discussions et des échanges. Alors, je vais commencer par l'équipe de Colombie. Il y a Carlos et ses collègues. Alors, vous voulez vous avancer là-bas? Merci. Je vais essayer de faire la présentation en français. Donc, pour notre présentation, on va montrer un exercice qu'on a fait en Colombie avec l'Institution nationale des statistiques et avec nous, et UNFPA. Ça a été un exercice qui s'est centré pour l'estimation de la fécondité avec l'utilisation des registres administratifs. Donc, ça a été la suivante. Suivante slide. Thank you. Donc, c'est ça l'ordre de la présentation. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, suivante. Donc, ici, c'est notre collègue Edna Margarita Valle qui est la coordinatrice du système de statistiques vitaux. Donc, elle va nous raconter comment ça marche, les statistiques vitaux en Colombie. Thank you, Carlo. Okay, I am going to present the civil registry. Je vais présenter le système colombien. Donc, il est double. D'abord, le premier, ce sont les statistiques d'état civil de l'Institut de forensique qui est responsable des certificats médicaux de santé pour le secteur santé. Ce sont ceux qui préparent ces certificats. Pourquoi? L'Institut de la statistique dissémine l'information qui est fournie par ces entités. Donc, pour l'état civil, donc ils font enregistrement des naissances, dépendamment du système. Donc, on offre des certificats médicaux. Donc, ça dépend de ce sous-système complémentaire qui recueille l'information. Statistic purpose.
And the civil registration, the continual and permanent recording of vital events occurring for administrative or legal purpose is this composed in Colombia, the system. Par rapport à les systèmes de statistiques BITO en Colombie, je voudrais vous montrer un exercice qu'on avait fait avec l'utilisation des registres de vaccins en Colombie, en essayant de suivre la couverture du système de naissance, de registre de naissance. Ici, je voudrais vous montrer le total fertility rate pour l'histoire de la Colombie depuis 2017. Comme vous pourrez voir dans les lignes grises, il y a un under coverage du registre. Mais en fait, on a arrivé à identifier un registre qui a plus de couverture que le registre de vaccins. Et en fait, ça a été du registre de naissance qui a été le registre de vaccins. Et il y a une vaccination qui s'appelle BCG, qui est la vaccine du tuberculosis. Donc, on s'est rendu compte qu'elle est très corrélationnée avec les registres. Ici, on a 3 réseaux. La ligne orange, c'est le registre de naissance, le nombre de naissances. Et après, les lignes bleues, c'est le registre biologique des vaccins. Et les points verts dans les 2005, c'est l'information de le recensement. Donc, comme vous pourriez voir, tout au début, les registres de vaccins avaient plus de couverture. Mais juste cette année, il a changé par rapport à les registres de naissance. Maintenant, le registre de naissance, il a plus de couverture par rapport à les registres de naissance. Mais on avait utilisé l'information de le registre de vaccins pour comprendre combien ça a été la couverture. Mais aussi prendre en compte que le registre des vaccins, c'est un registre qui peut avoir aussi des problèmes de couverture, mais on l'utilisait tout le temps pour comprendre comment ça se passait. Après, je voudrais vous montrer qu'on a fait un exercice, mais au niveau subnational. Et ici, il y a tous les départements de la Colombie, il y a 33. Et aussi, on a fait la comparaison en nombre relatif et en nombre absolu pour savoir quel est le département avec plus de problèmes de couverture. Donc, par exemple, ici, on a souligné le département du Bolívar et Córdoba, qui a commencé à gagner plus de couverture en nombre relatif et absolu. Mais après, avec Chocó et la Guajira, qui sont le département qui a plus de problèmes et aussi plus de problèmes de couverture, mais ça s'explique parce qu'il y a plus de populations indigènes et il y a plus de ruralité. Donc, on a vu qu'il ne montre pas d'amélioration par rapport au registre. Et je voudrais dire aussi qu'ici, seulement, il y a le 2014 parce que à ce moment-là, on a fait l'exercice et on a utilisé l'information. On l'a fait en 2016, donc c'est pour ça qu'il y a ici 2014. Donc après, je vais vous montrer comment ça s'actualise, comment c'est le scénario maintenant. Et ici, les choses les plus importantes, c'est qu'on a identifié que l'Office national des statistiques n'a besoin pas de travailler pour améliorer les registres de naissance dans tous les 33 départements. Ça, c'est suffisant si ça travaille dans 9 départements et ça va améliorer les registres entre 78 et 80%. Après, on a fait le même exercice, mais au niveau de municipalité. Et il y a l'information 2013-2014. Et on a fait presque le même exercice. Et
on a réussi à identifier que dans ce département-là, que c'est le département de la Guajira, on n'a besoin pas de travailler dans toutes les municipalités, qui sont 15. On juste pourrait travailler dans 6 municipalités et on pourrait arriver à améliorer les registres entre 92 et 83. Ah, OK, thank you. Après, on a utilisé l'information le registre des vaccins et le registre de naissance pour corriger et faire des estimations de l'Age Specific Fertility Rate, pour faire la reconstruction rétrospective et future de l'Age Specific Fertility Rate. Quelles sont l'information qu'on a trouvée utile? Avec ce type d'exercice, ça nous donne des informations pour faire de l'advocacy avec les gouvernements et montrer où c'est ce qu'on a besoin de mettre en place quelques institutions. Après aussi, ça donne des informations pour des autres institutions pour savoir comment ça marche, la couverture. Par exemple, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, ils ont besoin de plus d'informations pour savoir la couverture du total des enfants. Et aussi, quelle autre chose? Voilà, celle-là. Après, il y a quels sont les défis, merci. Donc, maintenant, cette année dernière, on a travaillé dans la construction d'un document qui s'appelle l'analyse de la situation de la population et on l'a fait au niveau subnational et on a mis en place et on a produit des documents pour chaque département pour qu'il soit au courant de quelles sont les qualités de ces registres et pourquoi c'est important qu'il améliore les registres. Et finalement, pour les suivants pas, on voudrait croiser cette information, mais avec quels sont les territoires avec des problèmes de conflit. Et donc, on pourrait expliquer qu'est-ce que c'est besoin par rapport au niveau culturel. Et on va utiliser les recensements 2018 pour savoir comment ça se passe l'exercice. Thank you very much, Edna and Carlos, for this. Merci Raymond Carlos pour cette présentation. Je suis sûr qu'il y aura des questions parce que c'est très intéressant comme recherche. Motassé, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de me limiter à 8 minutes, j'espère. Mon exposé est très simple. Le message est très simple et très direct. On ne peut pas atteindre nos objectifs de développement durable en oubliant les adolescents. Donc, présentement, on ne fait pas. Donc, 2030, il y aura toujours des adolescents laissés pour compte à cause de cela. Je vous donne des exemples de la façon dans le secteur de la santé. Cela peut être abordé. Et vous connaissez tous mieux que moi ces chiffres. 166 millions de nombre de personnes dont les naissances sont pas enregistrées, 70 millions des gens, ceux de moins de 5 ans qui n'ont pas de certificat de naissance. Il va sans dire que les gouvernements ne sont pas bien positionnés pour prendre des plans éclairés sans avoir ces chiffres. Et il y a des signes positifs, des investissements dans les données, dans les services et l'importance des ESEC pour l'imputabilité des gouvernements. Il y a des lacunes au plan des capacités. Ces lacunes sont importantes. Et donc, pour le développement durable, donc, manque de données précises et opportunes sur les groupes marginalisés fait qu'ils sont moins visibles et il y a toujours des lacunes importantes dans les données disponibles et surtout pour les personnes vulnérables et les personnes qui sont invisibles. Et il faut un plan national pour aborder cela. Des 232 ESEC, il y a plutôt des indicateurs de RDC de
d'objectifs de développement durable, plutôt de ces 53, il n'y a que 18 qui ont été ventilés pour les groupes de jeunes et d'adolescents. Donc, ça ne veut pas dire que la qualité des données est suboptimale. Alors, vous ne pouvez peut-être pas lire ce qui est à l'écran, mais on donne simplement des exemples des indicateurs où les adolescents sont absents. Donc, dans le cas de ceux qui souffrent de la faim, on ne parle pas d'adolescents, s'assurer des vies en santé et promouvoir le mieux-être pour tous à tous les âges. Le seul indicateur, c'est le taux de naissance des ados pour l'égalité des genres. Donc, les indicateurs manquent ces groupes d'âge. Alors, les différents groupes d'âge d'adolescents ne sont pas là. Alors, vous avez accès à ces chiffres et merci de m'avoir fourni ce tableau. On se demande comment on peut obtenir des données précises pour la planification nationale si on n'a pas ces dénominateurs. Il y a combien de jeunes, combien d'adolescents au pays et bien sûr, quelles sont les politiques qu'il faut mettre en place. Et il y a la question d'intersectionnalité, donc la ventilation par sexe, par groupe d'âge, mais il y a d'autres variables qui influencent pourquoi les gens s'inscrivent, quand ils s'inscrivent ou pourquoi ils ne s'inscrivent pas. Voilà des exemples de la région de l'Afrique du Nord, des gens des familles les plus riches ont 2 fois plus de chances d'être enregistrés comme enfants que ceux des familles pauvres. Donc le compter les 95 qui peuvent s'inscrire comparativement aux pauvres qui sont 75 L'instrument de naissance est plus élevé en région urbaine que rurale, dans presque chaque région et dans la région du Moyen-Orient d'Afrique. Donc, 78 en milieu rural et 95 en milieu urbain. Donc, c'est la perpétuation de l'invisibilité au lieu de naissance de quelqu'un, et ça ne devrait pas être acceptable. Donc, les mariages précoces, donc ça donne des exemples de ce qu'on peut faire et comment, en tant que communauté ESEC, on peut combler cette lacune. Le Moyen-Orient, on a fait sur 5 avant de marier à l'âge de 18 ans, donc près de 40 millions de femmes, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, dont 700 000 naissances de ces jeunes femmes chaque année. Donc, grâce à un partenariat avec l'UNFPA et les collègues de l'UNFPA pour introduire maintenant la démographique sur la santé. Donc, il y a une question sur l'enregistrement des mariages pour la première fois. Bientôt, j'espère, on aura des données internationales comparables sur l'enregistrement des mariages et on pourra voir est-ce qu'ils ont enregistré ou non et commencer à comparer les lacunes dans les connaissances et les politiques. Un autre exemple, on a entendu parler hier des orateurs qui ont parlé des différences d'enregistrement de naissance entre hommes et femmes. Encore une fois, grâce au travail d'un FPA et d'autres groupes ici qui ont mentionné ce travail, une des choses qu'on appuie et sur laquelle on collabore, c'est avoir des données pourquoi les femmes sont moins inscrites que les femmes, mais plus en milieu rural. Il faut le comprendre et traiter avec les communautés dans les séances comme aujourd'hui, des ateliers pour parler des obstacles normatifs à l'inscription, justement des décès. Et ça, c'est la population d'adolescence, le taux de mortalité modifié par région. On se fie tous sur ces chiffres
produit par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF. Comment peut-on utiliser ces chiffres si on n'a pas de dénominateur commun ou précis? Donc, il y a d'autres lacunes de données dans le système de santé. Donc, il est lié au système d'inscription, donc la santé sexuelle et reproductive, dont les adolescents qui sont sexuellement actifs, donc les filles réfugiées, donc les infrastructures scolaires pour les étudiants souffrant d'incapacité. Donc, les préadolescences de 10 à 14, c'est peut-être le plus étudié. Ce rapport volontaire de 2018 a conclu qu'il y a peu de progrès pour répondre aux besoins sexo-spécifiques et aussi chronologiques. Deux exemples rapides. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Deux exemples rapides de partenariats, de projets que nous appuyons, du CRDI en Palestine et en Jordanie pour essayer de comprendre la perspective des filles et adolescents. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'on aimerait voir comme message? Ou quelles sont les lacunes de connaissances? Et donner voix à ces personnes pour qu'elles puissent s'exprimer. En Jordanie, nous appuyons un projet pour harmoniser le registre de santé reproductrice et d'avoir de l'information sur les femmes réfugiées et les femmes des communautés. Et en Jordanie, on veut essayer d'avoir un endroit qui puisse répondre à tous les besoins des femmes, toute l'information sur la santé reproductrice qui serait enregistrée au même endroit. Voici des exemples de ce que j'ai donné au plan des actions pour accélérer le progrès, améliorer les systèmes, comprendre les obstacles, donner voix à ces personnes adolescentes et concevoir des systèmes inclusifs interopérables où les adolescents peuvent aller. Donc, si le gouvernement ignore le nombre d'ados où ils vivent, quelle est leur situation, comment peut-on planifier sans les oublier? Ils seront oubliés si rien n'est fait d'ici 2030. Merci. Merci, Motassé. On va... Le gouvernement du Canada, par le Centre d'excellence et le CADI, contribuent à ces différents efforts. Alors, on va passer maintenant à la dernière présentation. Non, c'est vous. Non, merci. Il n'a pas d'exposé. Alors, oui, c'est encore... Il n'y a pas d'exposé, mais... Merci, Daniel. Donc, ça va mieux quand je suis debout. Bonjour à tous. On va parler de ceci. Ce qu'on essaie de faire dans l'Institut, c'est regarder les statistiques de mortalité sur une différente perspective et on collabore avec ces analyses. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ça c'est clair. On n'est pas égaux en matière de santé. Et vous voyez, ça vient des rapports statistiques de l'Organisme mondial de la santé. Donc, l'espérance de vie est différente pour les hommes et les femmes dans tous les groupes d'âge. Et cette différence qui existe vient du côté des conditions biologiques. Alors, les femmes peuvent mourir des conditions de naissance et les hommes du cancer de la prostate. Alors, il y a des conditions biologiques qui touchent les femmes et les hommes différemment. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Par exemple, si les gens de cancer du poumon, la AVS,
Et il y a des hommes et des femmes qui sont exposés à des facteurs différents tels que des bons comportements de santé. Et cela crée la différence. Mais il y a aussi des conditions qui sont liées à des rôles. Et donc, comment les hommes devraient se comporter dans des sociétés différentes et même chose pour les femmes. Et cela nous donne des exemples de différence entre les hommes et les femmes. Alors, il faut bien comprendre ces différences. Il faut comprendre pourquoi il y a une différence et la raison pour laquelle il y a des différences. Si nous voulons réduire la mortalité pour les hommes et les femmes, ce que nous avons fait, alors on s'est penché sur les statistiques de mortalité et l'ESEC. On veut voir comment ESEC peut bien nous aider à comprendre cette différence. Et on veut aussi se pencher sur la qualité de la détermination de la mort pour les hommes et les femmes. Et on veut voir se pencher sur la violence conjugale également pour voir si c'est bien compris dans les statistiques. Nous avons écrit un document là-dessus. Si vous voulez lire là-dessus, bon, on a écrit un petit entendu déjà sur la différence sexo-spécifique. Vous pouvez aller voir et lire le document. Je vous encourage fortement à le faire. Mais pour cet exposé, je vais me concentrer sur la qualité de la cause, des causes de la mortalité et violence conjugale. Voilà ici une carte qui démontre la différence. Voilà le ratio des taux de mortalité entre les hommes et les femmes. Et vous voyez que ça évolue avec le temps. En vert, vous voyez qu'il y a là où des différences ne sont pas énormes entre les hommes et les femmes, et en rouge, c'est le contraire. Alors, vous voyez qu'il y a des groupes de pays et il y a des évolutions. Pour moi, je vois que le système ESEC peut fournir une telle information qui peut nous aider à surveiller ces tendances au niveau national, régional et mondial. Mais maintenant, passons à la qualité de la cause de mort. Les systèmes de santé ne sont pas neutres en vertu des genres. C'est la représentation de nos sociétés. Et dans nos sociétés, nous avons des préjugés, des sexo-spécifiques. Alors, il faut bien comprendre quels préjugés touchent quels facteurs. Les conséquences de ces préjugés basés sur des genres, par exemple, il y a des femmes qui ne seront pas bien traitées quand elles viennent voir des médecins parce que les médecins ont des préjugés, par exemple, que c'est une condition qui est surtout qui affecte les hommes plutôt que les femmes. Et des fois, les médecins ratent la maladie. Alors, il y a des préjugés qui existent dans le système. Et cela pourrait toucher la manière dont on identifie les causes de mort. Alors, les causes de la mort. Alors, on veut bien comprendre quelles sont les raisons sous-jacentes. Qu'est-ce qui déclenche tous les événements jusqu'à la mort? Par exemple, la personne qui est heurtée par un camion, qui arrive à l'hôpital, et la personne ensuite est morte du sepsis après avoir passé du temps à l'hôtel. On veut comprendre bien que cette personne a été heurtée par un camion. C'est ça ce qu'on veut prévenir. On veut changer cela avec les politiques. Cela pourrait nous aider à prendre des décisions vis-à-vis de notre orientation. Je suis médecin moi-même et on n'est pas formé à identifier ce problème. Et on ne le fait pas bien. On nous forme pour identifier les causes immédiates de la mort. Qu'est-ce qui va causer la mort d'un patient maintenant, mais pas des événements qui ont eu lieu avant. Alors, on a des conditions qui pourraient représenter par exemple, des conditions sous-jacentes. Par exemple, sepsis. Ce sont des codes. Alors, ce que nous avons fait avec les données, on a pris toutes ces données de plus de 100 pays et on a donné ça à l'OMS. Il y a 130 millions de morts dans cette analyse et nous avons calculé
les codes pour les femmes et les hommes. Et voilà les résultats à l'écran. Les hommes, vous voyez, à votre gauche, et les femmes à droite. Alors, pour cette période de 2000 jusqu'à 2015 et pour cette dernière année, il y a un plus grand nombre de codes non usables chez les femmes comparé aux hommes. Alors, 2,7 plus de codes non utiles chez les femmes. Alors, on se demande, pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu examiner cette information? Alors, on regarde ces chapitres et on voit que ces codes non utiles proviennent d'un système en particulier ou des codes de maladies qui ne sont pas bien définis. Alors, on se dit peut-être il se peut parce que les femmes trouvent la mort donc plus tard, donc il y a plus de comorbidité, il y a plus de causes qui pourraient mener à la mort. Alors, il y a plusieurs codes inutiles dans les documents. C'est la raison pour les deux gros groupes, pour des maladies pas bien définies ou des conditions pas bien définies. Et pour les codes pas bien définis, il y a un plus grand nombre de codes qui ne sont pas utilisés pour les hommes. Alors, il devrait y avoir d'autres raisons pour expliquer cela. Alors, les causes externes, et dans le chapitre, on voit qu'il y a moins de codes inutiles pour les hommes. Alors, je dis qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'il y a quelque chose dans laquelle on doit creuser. Il faut comprendre pourquoi il y a une différence entre la qualité de documents des médecins, parce que cette information provient des pays avec plus de 70% de gens qui ont des documents d'état civil. Il se peut que c'est parce que les femmes trouvent la mort plus tard dans la vie ou les hommes meurent de blessures qui sont plus facilement identifiables, ou on ne comprend pas ce qui se passe avec les femmes parce que plus de documents scientifiques ou recherches a été fait sur les hommes. Alors, dernièrement, pour la violence conjugale. Alors, nous avons pris cette même base de données et on s'est penché sur les morts sont dues à cette violence. Dans ces 113 millions de morts, il y en a combien? Alors, voilà les résultats à l'écran. Alors, ça, c'est le cas pour tous les pays. Depuis 2000 jusqu'à 2015, je crois qu'il y a à peu près 300 morts. Pour les femmes en 2015, il y avait 22 morts dans les plus de 100 pays. Bon, ça ne peut pas être vrai parce qu'en Espagne, chez moi, il y a 1000 morts à cause de la violence conjugale depuis 2013. Alors, où se trouvent ces morts? Est-ce que c'est parce que les pays ne documentent pas l'information? Il y a des différentes raisons, mais nous ne savons pas pourquoi. Nous n'avons pas de réponse claire, mais nous espérons l'avoir bientôt. Le problème, dans cette classification actuelle de ACD-10, et je ne sais pas si c'est le cas pour le numéro 11, mais dans le 10 au moins, on ne peut pas dire que cela a été commis par le partenaire. Il y a deux codes là où on peut indiquer, on voit que c'est à cause du partenaire, mais si c'est la violence par d'autres facteurs, on ne sait pas. On ne peut pas fournir des estimations, des bonnes estimations sur la violence conjugale actuelle d'après les statistiques que nous avons maintenant. C'est pour ça qu'il y a des pays qui veulent avoir leur propre système pour examiner l'information. Alors, je finis là. Les systèmes sont conçus de manière différemment. Il y a des systèmes de la police, des systèmes juridiques, mais cela n'était pas lié aux statistiques essentielles. Et
la question de violence conjugale n'est pas incluse là-dedans. Il y a beaucoup de questions pour nous. Il faut bien comprendre beaucoup de choses. Mais cela nous a bien... on s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'études qui se penchaient sur ces deux aspects, la qualité de la cause de la mort pour les hommes et les femmes et la violence conjugale globalement. Et je vais sauter mes autres diapos. Merci beaucoup, Daniel. Plusieurs collègues vont revenir là-dessus pour voir pourquoi vous voulez examiner cette question de violence conjugale. Alors, dernière personne, le docteur Nachal. Je sais que vous n'avez pas d'exposé. Bon, alors c'est pour ça que nous allons débuter avec la conversation du panel. On avait parlé du fait que vous allez moderniser le système ESEC. Il y a plusieurs initiatives qui sont en continu dans ce système. Pouvez-vous partager avec nous et nos collègues ici des raisons pour lesquelles il y a des progrès et des tirés que vous avez tirés du travail en Jordanie par rapport à l'ESEC? Merci beaucoup. Je suis désolé que mon anglais n'est pas parfait. Alors, l'enregistrement et statistique de l'état civil en Jordanie est bien organisé, surtout quand on fait référence à la situation régionale et quand on regarde les défis de développement et de déplacement à cause de la crise dans la région. L'enregistrement en Jordanie est centralisé toutes les statistiques essentielles sont désagréées et divisées par genre. L'enregistrement de la mort est presque à 98% ou même 100%. Il y a eu des changements, oui, par rapport aux enregistrements de la mort, surtout chez les femmes. Mais nous travaillons là-dessus. Je veux souligner un point de quelque chose, deux initiatives. Premièrement, le système de surveillance en Jordanie a été discuté ce matin en détail. Ce système de documentage est une pierre angulaire ou plutôt un jalon pour notre pays. Il y a eu des réussites aussi au niveau régional par rapport à ce sujet. Actuellement, on s'apprête à lancer un projet électronique entre le registre civil, leur base de données et aussi les bases de données dans le pays. Et nous allons commencer notre projet avec 2 hôpitaux. Nous allons pouvoir mieux surveiller les données d'enregistrement de mort et de naissance. Et nous allons pouvoir élargir ce système. Le projet d'enregistrement et le projet, l'initiative électronique, n'auraient pas vu le jour sans la collaboration de partenaires internationaux et les parties prenantes. Et aussi, c'est grâce aux engagements de communautés locales et c'est grâce à leur engagement. Cette initiative nécessite beaucoup d'investissement. Le travail sur le terrain, la surveillance et l'amélioration en continu représentent tous
tous les ingrédients importants. Et comme ça, les choses sont plus faisables et possibles. Plusieurs joueurs jouent un rôle important dans tous les aspects de l'initiative. Pour ce qui est de la demande, et de l'offre qui touche les populations vulnérables. Merci beaucoup. Merci, docteur. La prochaine question, alors? On va la remettre. On a seulement 10 minutes qui nous restent, alors je veux laisser mes questions aux autres. Alors, on va passer aux questions dans la salle. Et si les gens n'ont pas de questions, je vais revenir à la mienne. Allez-y, madame ou monsieur. Okay, the question will be in French, so if you can't listen, just... Ça sera en français, la question. Bonsoir à tous. Je voudrais saluer l'initiative de ce panel et surtout me joindre à la dernière communication qui a été faite par la Jordanie. Je pense que mon pays, le Burkina Faso, est dans cette dynamique et ce qui se passe en Jordanie. Voilà, ce qui se passe en Jordanie en matière d'enregistrement électronique, avec la collaboration justement de partenaires, je voudrais ici, au nom de mon gouvernement, saluer les efforts de l'UNFPA. L'UNFPA a modernisé l'enregistrement électronique au niveau du Burkina Faso et ce que nous voyons ici, en ce qui concerne l'égalité de chance au niveau des sexes, il faut effectivement que nous puissions avoir cette base de données. Si nous n'avons pas une base de données, il sera difficile de combattre donc toutes ces inégalités. Donc je salue ici vraiment la contribution de l'UNFPA et demander que le privilège que mon pays a eu grâce à l'UNFPA, que nous puissions partager cela au niveau des autres pays africains. Je vous remercie. Thank you very much. That was actually... C'était un commentaire, en fait. Ce n'était pas une question pour les autres. Nous allons continuer ce dialogue. J'ai une question pour Daniel. Merci de votre exposé fantastique et des données que vous avez démontrées. J'ai l'impression que les différences entre les genres étaient beaucoup moindres que j'avais prévu. Alors, voilà ce que je vous présente. Ben oui, je sais que c'est un panel sur les genres, mais la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans ces pays est beaucoup plus large. C'est un commentaire. Et alors, ce ne serait pas une priorité d'examiner cela? Et l'intersectionnalité est primordiale ici parce que on pourrait voir des différences entre les genres beaucoup plus importantes quand on examine les différences de salaire. Oui, vous pouvez répondre. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est cette prochaine étape-là pour nous. Hier, on avait parlé avec l'équipe de la Colombie. Ils ont fait une analyse sur leurs données et on dirait qu'en Colombie, c'est le contraire. Il y a moins... c'est le contraire. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Pour les préjugés de genre, si vous êtes femme, par exemple, pour un médecin, si vous êtes femme et noire, les choses sont pires. Alors, je suis d'accord qu'il y a une intersectionnalité d'autres facteurs et nous aimerions voir comment ces facteurs influencent ces résultats. Merci. Entre-temps, je vais retourner à l'équipe de la Colombie. C'était très intéressant de voir la façon dont vous avez
utiliser le lien entre l'immunisation et les documents d'état civil. Mais pour parler de l'inégalité, est-ce que vous pouvez parler du fait comment nous pouvons examiner l'inégalité en Colombie? Quand on se penche sur l'inégalité, bon, il faut aussi penser à la différence entre les hommes et les femmes. Alors, quand nous avons fait l'exercice, le registre de vaccins, ils n'avaient pas d'informations. Beaucoup d'informations sur les genres étaient incluses, même pour ce qui est des peuples autochtones et afro-colombiens. Nous avons pu voir que la plupart des départements qui avaient cette information avaient une population beaucoup plus ethnique. Quand on voit l'information avec les sexes, on voit une différence importante. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur le niveau ethnique et là où se trouve la population pour trouver l'information. Les adolescents. Je ne sais pas si vous voulez vous concentrer là-dessus en général. Aujourd'hui, quand on regarde l'investissement que le Canada fait au Fonds mondial, bon, la fécondité pourrait être liée à d'autres facteurs qui pourraient exposer les adolescents à la mort ou à d'autres à la mort. Alors, qu'est-ce que le CRDI fait pour examiner les ados? Tant qu'on fait le lien à la perte d'un pays, à une communauté, une famille, on ne pourrait pas continuer le développement des systèmes ESEC dans les pays. Merci, Benoît. Je ne disais pas qu'on devait avoir un système séparé pour indiquer des indicateurs pour les adolescents. Il y a des systèmes qui sont élaborés, et on espère, pour prendre l'information, l'enregistrement, pour augmenter les taux d'enregistrement et investir là-dedans. Je défends et je fais la promotion d'avoir tous ces systèmes, ces outils qui soient spécifiques par rapport au genre et aux âges. Et même, il faut avoir des sous-catégories. Bon, des gens entre 15 et 19, 20, 24. Ce sont des tranches d'âge qui sont habituellement vues dans les statistiques. Et les politiques traînent de la patte, en partie à cause du manque d'informations. Alors, je voulais tout simplement souligner le fait que bien que les ODD représentent nos objectifs, nos aspirations, il faut être prudent que personne n'est laissé pour compte dans ce programme de ne laisser personne pour compte. Léla, allez-y. Merci beaucoup. Merci de votre exposé sur la mort et les causes de la mort. Bon, c'est un sujet très difficile. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, les statistiques pour la violence conjugale et les morts qui sont connues de femmes qui sont mortes à cause de la violence conjugale? Je me rappelle quand on essayait de trouver des statistiques sur la fémicide et c'était très difficile. On sait que les femmes sont mortes à cause de leur partenaire ou des partenaires non intimes, mais on sait que leurs partenaires intimes, pour la plupart, sont responsables. Un homme que la femme connaît.
On avait dû trouver des données de UNODC, de Small Arms Survey, ECLAC. On se concentrait sur la fémicide en Amérique centrale. Et bon, c'était très difficile d'avoir de bonnes données. On devait trouver un petit peu de données partout pour trouver une estimation, un pourcentage pour notre travail de défense. Alors, je vous ai entendu parler de la violence ou des statistiques essentielles et le fait qu'il y a une lacune importante dans le manque de données. Ces morts ne sont pas enregistrés et on sait qu'il y a une différence qui existe entre la boîte de mystère. On sait que les femmes meurent, mais il y a toute une question pour expliquer pourquoi. Et on sait que les systèmes ne sont pas intégrés. Alors, il y a le ministre de la Justice qui a des données sur les crimes. Et ce système ne travaille pas avec les autres systèmes de données. Et c'est frustrant, ça. Alors, il y a tellement de défis et on se demande où commencer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de potentiel avec le travail que vous faites. Alors, il y a deux parties de ma question. Est-ce que vous pouvez reparler de ces statistiques? Et généralement, quelles sont vos pensées pour relier les points pour pouvoir surmonter ces défis auxquels nous faisons face? Alors, il y avait une analyse qui a essayé de regarder plusieurs documents par rapport aux homicides. Et plus de 40% d'homicides chez les femmes sont commis par leur partenaire intime. Et dans les pays asiatiques, cela monte jusqu'à 50 à 60%. Alors, c'est un véritable problème. Pour nous tous, on a les statistiques et sont là pour prendre des décisions. Et un problème pour la classification, on ne sait pas, par exemple, combien de femmes sont mortes à cause d'un fusil. On sait combien sont tuées par un fusil, mais on ne sait pas. Ce qu'on veut savoir, c'est combien sont morts à cause de leur partenaire. On peut avoir des lois contre les fusils, les armes à feu, etc. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe. Pour la morbidité, on peut avoir un sous-code pour dire que, par exemple, cela a été commis par le partenaire. Mais dans la mortalité, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'il y a une lacune dans la classification. J'espère que dans cette prochaine étape de la classification, qu'on va réparer ce problème. Mais il y a aussi le problème par rapport au système et comment les systèmes sont conçus. On travaille sur les systèmes, nous, et on essaye de voir le système ESEC en tant que système. Et on fait beaucoup de travail sur les enquêtes médicales. Et par exemple, pour les accidents de la route, on voit qu'il y a tellement de choses qui se passent séparément. Par exemple, les enquêtes médicales, c'est la même chose. Il y a la police, il y a le ministère du Transport et d'autres groupes. Alors, j'espère qu'on va pouvoir faire le lien entre les départements et l'information. On a une méthode qui s'appelle la gestion d'information. Et ce que nous voulons faire, nous voulons rassembler toutes les personnes pour se pencher sur les processus. Si quelqu'un est mort, par exemple, dans une communauté, et on veut voir quelles sont les étapes qu'on devrait suivre. On veut que tout le monde soit là à la table. Et quand on a fait ça, il y a eu une collaboration. Des fois, les gens ne se connaissent pas entre la police et le secteur de la santé et les autres sections. Alors, j'espère qu'on va pouvoir faire le lien entre les systèmes parce que c'est une information, c'est une chose qu'on peut faire facilement. La police a tout l'information sur les accidents, sur la mort, et on peut utiliser ces données pour les inclure dans les statistiques essentielles. Alors, du côté technique, c'est possible, mais il est question de la politique, la gouvernance, comment partager l'information, les données, comment faire le lien entre les agences. Voilà le problème, mais du côté technique, bon, oui, ça c'est faisable. Merci. Nous avons un collègue de l'Organisation mondiale de la santé qui, après, m'a passé à l'autre panel. Je fais un commentaire sur les élections. Je suis
Kate Strong de l'OMS. Et j'ai beaucoup apprécié les présentations. Je vous remercie beaucoup. Je vais faire une annonce pour un autre groupe d'âge négligé. Lorsqu'on regarde la naissance à 20 ans, on voit qu'on a eu des gains importants dans la survie des enfants de moins de 5 ans. Lorsqu'on dépasse 5 ans, on a un groupe de 5 à 9 ans qui est absent. Et on regarde les 10 à 14. En fait, les 10 à 14, en tant que groupe d'âge, ont la plus basse mortalité infantile. Je parle de zone protégée. J'ai un jeune fils qui a eu 14 ans aujourd'hui. Alors, il lui reste une année dans la zone. Après, il passe dans la zone de danger, il passe de 15 à 19, surtout pour les mâles. C'est là où on voit une augmentation importante des morts par blessure, accidents, violences, interventions violentes dans d'autres régions et, bon, l'automutilation comme le suicide. Alors, mais le groupe de 5 à 9 est le groupe qui est juste en marge. Il meurt de maladies infantiles comme la pneumonie, la diarrhée, la malaria, mais ça on est dans la zone de danger. Donc notre travail avec les organismes de développement, ça va être un groupe très négligé pour ce groupe d'âge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est là-dessus qu'on va clore le panel. Vous explorer la dimension sexo-spécifique de la santé. On va continuer à discuter comment on peut aider les systèmes sans oublier pourquoi nous le faisons. Pour s'assurer qu'il y ait l'égalité des genres et qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, merci beaucoup. Et veuillez applaudir nos panélistes.